Bonjour, nous sommes le vendredi 9 octobre 2015 et hier dans la journée j'ai eu l'occasion de repenser à Monsieur Jérôme Kerviel. Pourquoi? Je lisais une audition du patron de Volkswagen aux États-Unis. Bon, pas celui qui a démissionné ni celui qui l'a remplacé, mais celui qui est patron de la compagnie automobile aux États-Unis. Il y avait une commission, je ne sais plus si c'était du Congrès ou du Sénat, qui le faisait, il avait fait venir pour lui poser des questions. Et il s'est fait descendre en flammes. Il a dit qu'il n'était pas au courant d'un certain nombre de choses et qu'il ne pouvait pas répondre aux questions, mais ça n'a pas empêché les députés ou les sénateurs de bonne ou de mauvaise foi peut-être parce qu'il y avait qui défendaient peut-être l'industrie automobile américaine de manière indirecte, mais il s'est fait attaquer vertement. Et en tout cas, la chose qui était frappante, c'était que l'argument qui consistait à dire qu'il y avait peut-être quelque part des subalternes qui avaient fait des choses qui n'étaient pas bien, mais dont la direction n'aurait pas eu vent, cet argument-là n'a pas marché. Il a été balayé par les commentaires donc, de ces sénateurs et de ces congressistes, de ces parlementaires. Pourquoi? Parce on connaît ça bien aux États-Unis. Moi, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, j'ai travaillé dans des entreprises et c'était inscrit, je dirais, dans l'ADN des entreprises que, eh bien voilà, ça marche de la manière suivante. L'entreprise a une politique qui consiste à faire telle et telle chose. Ce sont évidemment les gens du rang qui sont obligés de la mettre en application. Mais alors, pour ce qui est de l'information précise sur ce qui est fait, eh bien, on s'arrange pour que cette information ne remonte pas. Elle remonte de quelques degrés. Il est quand même difficile, comme dans l'affaire Kerviel, de prétendre que comment dire, que le supérieur hiérarchique immédiat n'avait pas la moindre idée de ce que faisait son collaborateur, encore que dans le cas de la Société Générale, on a utilisé cet argument de manière massive. Mais on s'arrange quand même pour que, je dirais, l'information précise ne remonte pas d'échelon en échelon. Si bien que le patron peut de bonne foi, enfin de bonne foi entre guillemets, de bonne foi prétendre qu'il ne, affirmer, non, il peut affirmer même qu'il ne sait pas quelle est la pratique frauduleuse qui se trouve appliquée. Pourquoi? Parce qu'on s'est arrangé pour qu'elle ne remonte pas jusque-là, qu'elle se perde dans les étages. Alors la malchance évidemment de Monsieur Kerviel, c'est que on admettait encore ce genre de plaisanterie. On faisait semblant qu'on ne savait pas que c'est comme ça que ça marche à l'époque où il a eu son procès. Depuis, bon, les choses ont évolué et précisément aux États-Unis, donc quand un directeur d'entreprise essaye de ressusciter cet argument, mais moi je ne savais pas exactement ce qui se passait, eh bien on lui dit d'arrêter de rigoler, de se payer la tête du monde. Euh, voilà, ça c'est une bonne chose. Ça fait partie quand même des choses qui avancent un petit peu, c'est que les gens sont plus tellement dupes. Il y a cette histoire de servitude volontaire de la Boétie, le fait que les gens sont complices, que les gens sont complices de la servitude dans laquelle ils se trouvent. Mais il y a quand même des périodes où ça commence, où les gens commencent quand même à en avoir marre, même de leur servitude volontaire. C'est pas un état constant. C'est-à-dire quand les choses vont pas trop mal, quand tout le monde crève pas de faim, voilà, c'est un truc qu'on admet. Mais quand ça va vraiment mal, ça saute. Il y a des bouchons qui sautent. On appelle ça des ralliements de gens d'une classe à une autre, voire la Révolution française. Mais c'est surtout, je dirais qu'il y a des gens qui sortent de leur gond, et quand il y en a trop qui sortent de leur gond, il y a ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui n'en peuvent plus et qui vendent la mèche publiquement. Et voilà, et ça se répand, et par conséquent, un système ne peut pas durer comme ça indéfiniment. Il y a une autre idée qui m'est venue hier, c'est que bon, moi, je l'ai expliqué parfois quand on me demande de me raconter mon histoire. J'ai dit j'aurais voulu être biologiste. Et quand voilà, quand j'avais 14, 15, 16 ans, je voulais devenir biologiste. C'est ça qui me passionnait. Je faisais des camps de jeunesse scientifique dans cette perspective-là. Et puis, je me suis intéressé à la politique. C'est essentiellement le fait de descendre dans la rue pour protester contre la guerre du Vietnam qui m'a lancé dans ça. Enfin, bon, il n'y avait pas que ça. On a essayé de. J'en reparlais récemment à une autre pionnière de cela. On a essayé on a créé un syndicat de l'enseignement secondaire en Belgique. Donc il n'y avait pas que la guerre ailleurs.
Mais bon, je me suis laissé captiver par les questions de société et j'ai laissé tomber l'idée de la biologie. Mais enfin, j'avais comme appris un certain nombre de choses et il s'est fait qu'à une époque beaucoup plus lointaine, à l'époque où je rédigeais ma thèse en anthropologie, de manière alimentaire, ben, j'ai participé à un plan de repeuplement d'une rivière en saumon. Et comme je n'avais pas perdu l'habitude de lire des choses dans ce domaine-là, eh bien, voilà, j'ai pu faire un rapport qui présentait pas trop mal quand même. Et ce qui me revient de cette époque-là, de l'époque de la pêche, c'est voilà, c'est de réfléchir à comment ça fonctionne des espèces. Et en particulier, ça n'a pas trop l'occasion de s'exercer maintenant parce qu'on arrivait à des tels massacres des populations de poissons, des populations de crustacés, de coquillages, etc., que ça n'a pas l'occasion de s'exercer. Mais il y a dans les espèces marines, il y a des mécanismes de mortalité qui dépendent de la densité. Quand la densité augmente trop, la mortalité augmente. Ça peut être par des effets d'épidémie, mais ça peut être par des effets beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus directs. Les poissons peuvent pondent davantage d'œufs quand la densité est faible, ils en pondent beaucoup moins quand la densité est forte autour d'eux. Et je me posais la question, là, je ne pensais pas à l'affaire Kerviel, je pensais à l'ultralibéralisme. Est-ce que ce n'est pas un mécanisme simplement mortifère pour essayer de faire baisser la densité de notre population? Si c'est ça, effectivement, ça marche. Nous vivons dans une société où il y a un certain nombre d'hypothèses sur la manière dont les choses ont commencé pour nous. Il y a, comme dit Aristote, le fait que nous sommes un animal social par destination, par nature. C'est dans notre nature profonde d'être un animal social, zoon politikon. Alors si c'est le cas, ben, il n'y a pas de raison d'essayer de trop se torturer les méninges, à se demander pourquoi la justice est apparue, pourquoi l'État est apparu. Ça fait partie voilà, de notre bagage biologique. Si on se mettait à parler, si on se mettait à créer des outils et ainsi de suite, eh bien dans la suite, on aurait des États, on aurait un système de justice et ainsi de suite. Mais il y a une autre représentation qui est celle finalement la mieux admise dans nos sociétés. C'est que en fait, eh bien, nous étions des sauvages au départ qui vivaient tous indépendamment les uns des autres, et puis qu'un jour on en a eu marre pas d'avoir tant de liberté parce que ça c'était sympathique, mais d'avoir que ce soit si peu sûr de vivre comme ça tout seul parce qu'on est exposé aux autres qui vivent comme ça. C'était l'époque où l'homme était un loup pour l'homme, comme disait Hobbes, et puis on s'est réunis et on a conclu un pacte social, un contrat social, comme dit Rousseau. Donc il n'y a pas que Hobbes qui parlait de ça, Rousseau en a parlé un siècle plus tard. Cette idée qu'on s'est finalement on s'est mis d'accord autour d'une table pour créer l'État, pour créer un système de justice, etc. Curieusement, je l'ai déjà noté, Sigmund Freud, qui pourtant était, je dirais, plutôt porté à avoir une vision très naturaliste de l'être humain, quand il écrit Malaise dans la civilisation, il reprend en fait cette idée au sérieux, semble-t-il, cette idée du contrat social, cette idée du pacte social, dont Alain Suppiot nous souligne à juste titre que c'est ça qui conduit à des situations comme la marchandisation maintenant, le fait que tout est un contrat et que voilà, il y a un contrat librement consenti entre l'employeur qui peut vous virer et votre droit légitime de démissionner. Voilà. Bon, je souris un peu parce que, évidemment, dans des contextes où il y a des rapports de force, bien entendu, il n'y a pas de symétrie du tout dans des situations comme celle-là. Alors, est-ce que l'ultralibéralisme, ce n'est pas simplement un mécanisme qui intervient maintenant, parce que nous sommes extrêmement nombreux, pour nous conduire à réduire notre nombre? Et dans ce cas-là, le paradoxe serait le suivant, c'est que cette histoire de l'homme loup pour l'homme, de l'homme loup pour lui-même, qui se conduit comme un loup vis-à-vis de ses compatriotes, ses concitoyens, ceux qui sont autour d'eux, ce n'est pas une chose qui aurait existé dans le passé, c'est ce qu'on essaye de nous imposer maintenant. On met entre parenthèses toute idée de solidarité. On nie l'existence de la filia qui est cette vertu dont parlait Aristote et qui nous permet justement d'essayer de huiler les rouages
tous les jours dans la vie quotidienne, notre bonne volonté à faire marcher la machine, on est en train non seulement de détruire cela systématiquement, mais on essaie de nous convaincre que ce n'est pas là. Alors, est-ce que c'est un mécanisme de mortalité dépendant de la densité? C'est pas impossible. Et ça j'y pensais, non pas en entendant parler de l'affaire Volkswagen, mais en regardant la vidéo très bien faite, d'ailleurs je vous recommande de la regarder, de Nicolas Hulot. Elle a été mise, il y a eu un lien hier à cette vidéo dans l'article de Philippe Soubeyran qui parlait de lancement par Nicolas Hulot de son mouvement, comme le souligne aussi Philippe Soubeyran, Hulot ne parle pas ou en tout cas il n'a pas parlé lors de sa grande réunion des questions qui fâchent. Et que parmi les questions qui fâchent, bien entendu, c'est que il faudrait renverser la vapeur totalement dans le cas justement du système politique qu'on essaye de nous imposer si on voulait sauver l'espèce. Il faut faire non seulement machine arrière, mais il faut renverser entièrement la vapeur parce que il y a dans le libéralisme et dans l'ultralibéralisme, il y a des mécanismes mortifères et dont il faudrait d'abord les stopper. Il faudrait poser les grandes questions qui fâchent, comme celle justement de la propriété privée, si on veut sauver la planète maintenant. Parce qu'il y a la violence est inscrite dans l'institution de la propriété privée. Nous naissons dans un monde où où les dés ont été jetés longtemps avant nous, et nous retrouvons avec très très peu de pouvoir pour changer les choses. Alors il faut un renversement complet. Alors est-ce que Hulot va évoquer ces questions, quitte à fâcher un certain nombre de sponsors éventuels? Ben, on l'espère quand même, parce que sinon ben, ça ne donnera pas grand-chose. Ce sera des cris lancés dans le désert supplémentaires et ça n'aura pas beaucoup d'impact. Voilà, j'ai parlé de deux choses, de l'affaire Volkswagen et puis du lancement de la campagne de Hulot, mais ça attire notre attention sur le système que nous avons laissé s'installer dans nos sociétés et qui, lui, ben, signe de manière quasiment inéluctable l'extinction de l'espèce humaine à l'échelle de 2 ou 3 générations. Si on veut renverser la vapeur, il faut le faire sérieusement et en sachant ce que cela implique. Voilà, à la semaine prochaine.